C'est l'histoire d'Étienne qui pense être arrivé au top de sa réussite et en même temps vit une situation compliquée. Il n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme et il est rongé par un remords. Et toi, t'es un bon, t'es un pur. Bah non, justement. En fait, il pense que son ascension sociale est due au vol d'une formule chimique qu'il aurait fait il y a des années de ça à un obscur chercheur. Il vit tellement mal cette situation qu'un soir, alors qu'il croise un ami d'enfance totalement perdu de vue, finalement c'est comme la soupape qui se lâche et il finit par se confier et lui raconter son secret. On y va. Tu lui vides ton sac, tu lui demandes pardon. C'est ce que tu veux au fond, non? Te soulager. Et là commence une descente aux enfers pour le personnage d'Étienne. Et on va suivre cette descente aux enfers du personnage jusqu'au dénouement final en se demandant comment il va faire pour réussir à s'en sortir. C'est grave? J'aurais dû t'en parler avant. J'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir tout seul. Je venais de commencer à écrire Mensonge et Trahison. Et en fait, je cherchais un co-scénariste et je suis tombé un peu par hasard sur un court-métrage qu'un ami m'avait donné en me disant « Oh, regarde le travail du chef-op, c'est intéressant, etc. » Et j'ai regardé le court-métrage et je me suis dit « Mais en fait, ce garçon-là qui a écrit et réalisé le court-métrage et qui joue dedans, en fait, je crois que c'est avec lui qu'il faut que j'écrive. » Et c'était Grégoire. C'est Laurent Tirard qui m'a mis le pied à l'étrier comme scénariste. Je pensais pas du tout que j'allais devenir scénariste. Il avait vu un court-métrage que j'avais réalisé et il m'a téléphoné. Il m'a pas rappelé d'ailleurs, si je me souviens bien. Donc je l'ai rappelé une deuxième fois quand même. Et je lui ai dit voilà, j'écris un scénario de long métrage et j'aimerais bien qu'on l'écrive ensemble. Et Grégoire m'a dit mais moi j'ai jamais écrit de long métrage, je suis pas scénariste. Et je l'ai convaincu. J'ai dit non mais si, je crois que ça va bien se passer. On a clairement des choses en commun. Et il s'avérait que c'était effectivement que j'avais vu assez juste. Action! J'avais déjà dans l'idée d'être réalisateur et je cherchais plutôt un co-scénariste. Et d'une certaine manière, je l'ai trouvé, puisque Laurent a coécrit ce film que je viens de réaliser. C'est avant tout un scénariste, Grégoire. Donc il vient avec un scénario auquel on n'a pas envie de changer une virgule parce que c'est vraiment un excellent scénario. Mais il arrive et c'est là-dessus qu'il vraiment il construit. Action! Il est vraiment très fidèle à sa partition. On pense que c'est parce que je suis scénariste, donc je suis très attaché à mon texte et peut-être. Mais je crois que c'est dans ma nature aussi de... J'aime pas beaucoup improviser. Ou alors j'aime improviser sur quelque chose qui était extrêmement préparé. Mais je sais pas, ça sort mal à chaque fois. Mais tu montes sur lui. Ah, c'est ça peut-être. Ah, te remets sous. Oui, voilà. Okay. Le maître mot, c'était fais le droit. Droit, joue droit. Ouais. Ah ouais, complètement. C'est vrai que le mot d'ordre, c'est toujours la retenue. Finalement, le plus dur, c'est de ne rien faire. D'incarner, de ne rien faire. De ne pas être démonstratif. Et parfois, ça peut être très frustrant hein, comme attitude, comme situation, parce qu'on a l'impression de rien faire. Et donc, ça peut être déstabilisant. Non, ça c'est trop cheap par rapport à la situation, tu vois. Ou rien, regarde. Je suis de nature, je suis un acteur qui produit beaucoup de jeux. J'aime ça, j'aime bouger, j'aime me mouvoir, j'aime utiliser mon corps pour exprimer des choses. Et Grégoire, sur ce film, me demande l'inverse, quoi. C'est-à-dire d'être beaucoup plus rentré. Donc c'est intéressant, moi j'apprends beaucoup en fait sur ce film. C'est filmé vraiment à l'intérieur d'Étienne, quoi. Je trouve que c'est vraiment construit. Il y a beaucoup de plans serrés sur lui, donc on est beaucoup dans sa tête. Et ça marche bien. On est tout le temps avec lui, quoi. Et on se demande comment il va s'en sortir à chaque fois. C'est bien de regarder, d'observer un peu le metteur en scène, de voir un petit peu les traits de sa personnalité, parce qu'on peut forcément le greffer sur le personnage. Je veux dire que je pense que quand on écrit, on essaie de parler des choses qu'on connaît et de ce qui nous touche, forcément. Donc je pense qu'il y a un peu de lui dans la personnalité d'Étienne, quoi. D'accord, c'est très compliqué à faire passer, ce que tu me demandes. Quand un scénariste écrit à ce point des personnages, et qu'il les aime à ce point dans sa scénario, on ne peut pas imaginer, en tout cas c'est mon cas, je ne peux pas imaginer qu'il ne sache pas les diriger après. Déjà dès l'écriture, quand même, un peu une stratégie. C'est-à-dire d'écrire le film d'un personnage, d'abord. Et les choses lui arrivent à lui et que je le suive tout le temps. Et ça, je ne le cache pas, c'était pour, en gros, avoir une vedette un peu, quoi. Pour pouvoir monter le film financièrement.
Ça y est, on se quitte plus. Benoît s'est imposé parce que je pense que Benoît Magimel a la puissance, une espèce de force pour endosser comme ça. C'est un personnage très pugnace, qui lutte quoi, pour s'en sortir. Je pensais qu'il aurait les épaules pour supporter ça. En faisant le choix de Benoît, il y avait une porte que je fermais qui était sûre, c'était je me moque pas du personnage. Par contre, il va me toucher, je vais avoir de l'empathie. Je vais être touché par ce qui lui arrive et je vais le suivre. Je serai à la hauteur de mes responsabilités. J'avais une grande confiance dans sa capacité à capter la sympathie du public, sans aller la pêcher, sans aller la chercher. Comment ça, qu'est-ce que je risque? Mais tout, je risque tout. Si j'avoue que j'étais là-bas, je devrais expliquer pourquoi j'étais là-bas. Ce serait un double scandale. Si je fais ça, je suis foutu. Parce que c'est un personnage qui doit être touchant, qui doit toucher le spectateur. C'est vachement important, quoi. Qu'il soit pas antipathique. Qu'il soit pas qu'il soit pas un sale con, en fait. Parce qu'il pourrait être un sale con. Quand on lit le scénario, ça donne cette impression-là, quoi. Les mots, les choses qu'il peut balancer, le traduisent bien, quoi. Permettez-moi de vous rappeler que vous n'êtes pas encore président, Étienne, vous semblez l'oublier. Vous, en revanche, vous n'oubliez jamais de me faire chier. Hein. Jamais, jamais. Là, écoutez, vous passez les bornes, hein. Michel devrait fermer un peu sa gueule, parce qu'elle dit quand même beaucoup de conneries. Hein. Il fallait qu'il incarne l'image d'une certaine réussite, avec effectivement ce côté beau gosse, tout en étant capable de révéler des failles intérieures. Quoi, y a un problème? Étienne? Oui. Patrick Chambon, lycée Paul Doumer. Patrick, il vient distiller comme ça, ponctuellement, une série d'emmerdes. Ça se passe jamais bien avec Patrick. C'est-à-dire qu'il le retrouve, il discute 5 minutes. Benoît se laisse convaincre d'aller voir un type à qui il aurait piqué une formule. Patrick tue le bonhomme. Donc de là, c'est une série d'emmerdements maximum pour Étienne qui doit essayer de masquer ce crime avec un personnage incontrôlable comme le mien. Il va lui donner 30 000 € pour qu'il quitte le pays. L'autre va aller le dépenser avec une pute dans un palace. Enfin, c'est une forme quand même de folie chez Patrick. Y a pas écrit pigeon là. Voilà. Désolé, mais je vais devoir prévenir la police. Mais vas-y, appelle la police. J'ai rien à m'en reprocher, moi. C'est elle la voleuse. Attendez, s'il vous plaît. Mais vas-y, appelle. J'en ai rien à foutre, moi. Appelle, j'en ai rien à foutre, moi. Voilà, attendez, je vais. Voilà. Ça va pas mal. François-Xavier, il a hérité du personnage qui était le plus difficile pour moi, le plus flou, parce que il est dur à comprendre, ce Patrick, et on tombe pas dans les clichés justement du film de genre, du mec qui va faire chanter l'autre, ou alors du cliché du film comédie où c'est vraiment le boulet, l'emmerdeur. On est dans un truc, voilà, somme toute assez complexe, et voilà, on a cherché ça avec François. Voilà, t'échappes un peu son regard parce que t'es pas super à l'aise, mais plutôt, voilà, presque. Voilà, un truc, voilà. Nous nous sommes mis d'accord sur un salaire mensuel de 12 000 € avec logement et voiture de fonction. Il ne reste plus qu'à rédiger le contrat, j'aimerais que ce soit fait assez vite. C'est quelqu'un qui est en colère, qui a l'impression de vivre une injustice permanente avec les gens, qui a aucune inhibition, qui a un enfant un peu. On a l'impression parfois que c'est un enfant avec son éducateur, qui serait joué par Benoît, enfin, rôle grand frère, petit frère. Tu devais disparaître. Je t'ai filé 30 000 € pour ça. Et toi, tu claques tout dans un palace avec une pute. Mais tu penses à quoi, bordel? D'abord, on a fait des lectures ensemble avec les acteurs. Moi, je tiens beaucoup à ça. Parce qu'on débroussaille, c'est un peu une approche comme au théâtre. On se parle de la situation. C'était super important, par exemple, le travail que j'ai fait avec Julie Gaillet en lecture était vachement bien. Elle a pris des notes sur tout le texte, tout. On s'est mis d'accord sur des choses, ce qui fait que quand on arrive sur le plateau, on sait déjà dans quelle direction on va. Et après, on réajuste. C'était un très joli personnage parce qu'il raconte une jeune femme qui est encore une fille à papa, qui n'a pas coupé le cordon, qui ne s'est pas abandonnée. Oui, c'est une petite fille gâtée qui en même temps a eu une image du bonheur. Alors moi je vois très bien, j'avais plein d'images comme ça qui se dit il faut ça, donc il y a la maison, il y a tout le décor, ça a le goût de, la couleur de, mais est-ce que c'est du bonheur? Action! Bon, pour bien comprendre le sous-texte, comme on dit, il faut que tu saches que Clémence et moi essayons d'avoir un enfant. Que c'est pas gagné. Et que comme tu sais, pour une femme, c'est un point très sensible en termes d'estime de soi. Clémence n'est pas stérile, mais pas très fertile non plus. Et pour le moment, ça marche pas.
Bref, elle est à cran. Voilà. Pauvre con. Il y a 2-3 fois dans le film, quand même, je me prends des vestes. C'est des moments un peu durs où Benoît dit à François-Xavier de Maison que je suis à cran et que, voilà, que j'ai un petit problème de fertilité. Je me prends ça, et je me souviens d'être vraiment au dîner, encore une fois, de prendre le truc. Tous les 27 prises, les 4 heures, les 150 prises, je sais pas combien de prises à la fin de la journée, j'étais genre... Là, tout à l'heure, c'était... J'avais envie de faire l'amour avec lui, il avait fait... Excuse-moi, je suis crevé en fait. Je me suis dit, bah écoutez, c'est pas cool, je vais encore me prendre une veste pendant 17 prises, là. Et c'était hyper dur de jouer avec Clémence. Action. Je me suis mal conduit avec tes parents. Pardonne-moi. Ça fait longtemps que t'as une garçonnière? La concierge du studio m'a appelé. Il semble que ta petite amie mette la musique un peu fort au goût des voisins. Léa Seydoux, c'est un autre personnage qui a la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est le désir, c'est la faute, quoi. C'est la tentation. Pour un homme qui aujourd'hui a 35 ans, qui est marié depuis quelques années, voilà, ça le déstabilise un petit peu, quoi. Mais très vite, enfin, sans exagération, quoi. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi Grégoire a pensé à moi? Parce que je suis un peu comme Fleur. Séductrice et à la fois naïve. C'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage. Moteur demandé. J'ai un petit rôle, mais il est hyper important. Action. Bon bah vous me tenez au courant alors? Ouais, ça marche. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Elle devait avoir ce mélange entre une espèce d'innocence et de pureté, et en même temps sentir qu'il y avait un côté vénéneux chez elle, tout d'un coup très sexuel. Ça déstabilise complètement Étienne. Et des filles de son âge qui sont capables de jouer ces deux choses-là, il n'y en avait pas beaucoup, à notre avis. Et en tout cas, elle avait un peu ce mystère en elle qui permettait de jouer ça sur ce personnage. On aime bien les duos, que ce soit dans Mensonge et Trahison, dans Molière. Il y a toujours cette opposition entre deux hommes. Patrick représente la pulsion. Patrick, il réfléchit pas, il agit, il fait les choses. Et donc, d'une certaine façon, il représente la pulsion d'Étienne, qui va le pousser à agir, alors qu'Étienne est plutôt un homme réfléchi, plutôt un intellectuel. Donc, l'opposition entre ces deux hommes, elle est vraiment une façon d'incarner le conflit intérieur d'Étienne, en réalité. Voilà, c'est le business plan, c'est vrai que c'est pas le plus intéressant. Toi, t'en penses quoi? De quoi? Bah, du projet de Patrick, tu dis rien. Oui, peut-être, je sais pas. Je dirais que c'est pas vraiment un tandem non plus, c'est vraiment autour de Benoît. Benoît qui vraiment va avoir un parcours pendant tout ce film, parcours qui va le faire évoluer, lui aussi sur le plan personnel. Action. Puisque ce Patrick, qui est la source de toutes ces emmerdes, finalement va lui permettre aussi d'évoluer en tant qu'être humain et de grandir. Les exos du bouquin. Ah oui, scrupuleux, perfectionniste, il n'a pas changé. Ah mais le voilà. Patrick, c'est vrai, est la part sombre d'Étienne d'une certaine manière. On était deux dans cette affaire. C'était pour 2 rendre service qu'on allait voir ce mec et c'est parce qu'il te menaçait que je l'ai frappé. Patrick s'autorise tout ce que Étienne s'interdit. Et c'est vrai que la rencontre avec ce double pulsionnel fait que les vérités jaillissent, les catastrophes arrivent, voilà. Mais il se passe des trucs, c'est l'aventure. Bon, il habite où? Qui? Ton type, là, il habite où? En banlieue, dans le sud. On y va. On y va. Tout ce qu'il dit, il y croit à 300%. Et il est dangereux malgré lui. Annonce. 17 sur 14 premiers. Tac. Attention, lui, quand même. François-Xavier qui va décider. S'il vous plaît. Peut-être, mais le chèque et la lettre, ça commence à faire du solide dans le dossier. Donnez-moi ça. Non, mais arrête. Moi ça. André Vim, c'est génial. Quand il m'a annoncé qu'il venait tourner,
Je l'avais pas revu en plus depuis 88, quoi. Et, Un peu, hein. Moi, j'ai fait un peu des trucs dans ces deux. non, c'était vraiment agréable de tourner avec lui. Il a quelque chose d'original, quoi. Il n'y en a pas deux. Il a un jeu qui est tellement particulier, qui lui appartient, quoi. C'est quelqu'un qui est sur un fil, quoi. C'est un artiste, hein, pour moi, ce type. Je te la retourne, voilà ce que je veux. Il est passionnant et puis en même temps, c'est un môme, quoi. C'est-à-dire qu'il a toutes les qualités pour être acteur, quoi. Non, la seule chose qui pourrait me soulager aujourd'hui, c'est de vous voir ramper. Bon, rassurez-vous, je parlais au sens figuré. Enfin, il a cette voix formidable, il a un charisme extraordinaire. Je veux vous voir payer, je veux vous voir souffrir, je veux que votre vie s'effondre comme la mienne s'est effondrée. Je veux que la roue tourne. Voilà ce que je veux. C'est une séquence, mais c'est la séquence clé du film, c'est la bascule. Et j'ai beaucoup de chance que ce soit lui qui le fasse. C'est une séquence très construite, avec une progression. Je pensais qu'un acteur de théâtre comme lui saurait la mener à bien. Action. Je vous demande pardon. Vous voulez que je vous pardonne? C'est touchant. Et moi là-dedans, qu'est-ce que j'ai gagné? Allez, on reprend. Coupe. Merde, c'était bien. C'est bien, on est très bien parti. L'autre chose qui me plaisait, c'était de retrouver Benoît, que j'avais eu comme fils quand il avait 15 ans. Et donc, Benoît m'assassine comme ça, symboliquement. Je trouvais ça assez drôle, quoi. Mais tu vas me lâcher! Le film est également l'histoire d'un parcours initiatique. C'est-à-dire que, pour une fois, il va lui-même décider, agir et arrêter de subir. Agir avec sa femme, agir avec Patrick, aller vers la police pour se rendre. Et donc, c'est un parcours initiatique positif. 94 sur 7, c'est leur deuxième. Lâche. 3, 2, 1, top. C'est mieux. C'était bien mieux. Il a beaucoup de force, il a fait un joli parcours. Ça me plaît, c'est une belle histoire. Le propre d'une histoire, c'est que quand on en sort de l'autre côté, ça pourra jamais redevenir comme avant. Plus jamais ce sera comme avant. C'est ça ce qui s'est passé. Là, il a changé, il a été transformé par tout ça. Je crois que pour moi, le problème vient du fait que tu m'as pas vraiment choisi. Pardon? T'es restée leur fille, Clémence. T'es jamais vraiment devenue ma femme. Tu m'as pas choisi. Moi, tu vois, je t'ai choisi. Mais quand je t'ai vu, je suis tombé sous le charme. T'étais drôle, élégante, raffinée. C'est une course-poursuite comme ça, d'événements qui, je sais pas, une espèce de course-poursuite du personnage de Benoît Magimel, d'Étienne. Et en même temps, ça parle d'un couple et d'amour. Et c'est assez joli de faire ce couple. Action. Je tiens à dire que je serai le père de cet enfant, quel que soit son mode de fabrication. Pour moi, ça parle d'un couple qui s'est perdu tout doucement. Et de les revoir renaître et se sont égarés, un couple qui s'est égaré. Et si tu la prenais là, et là, descends là, un peu. Mais là, viens la lui chercher sur la table un tout petit peu, à peine. À peine. Ouais. À peine, hein. À peine. Allez, on y va. Et ce couple qui a un symptôme, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, pas parce qu'ils sont trop vieux, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Il y a un truc qui résiste, ils ont tout, ils sont pétés de fric, il y a tout qui marche, il y a une belle carrière, ils ont l'air heureux. Puis il y a un truc qui marche pas, un peu un symptôme, quelque chose qui va pas, quoi. Mais je ne veux pas entendre ça, ça ne m'intéresse pas. Un petit-fils, ça t'intéresse pas? Tu sais bien qu'il ne s'agit pas de ça. De quoi alors? De la façon de le faire? À grands coups d'hormones? Quand on la voit dans les rapports avec sa fille, ce qu'elle lui reproche, enfin, mais pas directement, c'est son mariage. Parce que pour elle, sa fille a fait un mariage hors de sa classe. Et elle considère un peu Étienne comme un parvenu. Et c'est toujours sous-jacent dans tout ce qu'elle dit. Mais elle le fait avec une sorte de pertinence et d'évidence, mais qui n'est pas de l'agressivité, c'est une chose comme ça. Il vit dans un milieu qui n'est pas le sien. Cette belle famille représente peut-être ce qu'il aurait aimé être, appartenir à ce monde, mais finalement, il n'est pas accepté, quoi. On reprend. Je veux dire, on vous reproche toujours vos origines dans certains milieux.
On lui reproche les siennes, quelque part. Et c'est très difficile pour sa belle famille de l'accepter. Fallait le mettre dans le salon, l'écran plat, maman. Bah, c'est là qu'on regarde. Par exemple, la scène d'Étienne chez ses parents, en très peu de mots, elle dit beaucoup. Il y a très peu de mots. Et elle est, somme toute, un peu drôle, un peu incongrue. Il y a cette espèce d'écran plat géant dans cette cuisine de ferme. On voit bien le monde dans lequel il est arrivé, lui, quand d'un coup ce monde est brutalement remis dans son monde d'origine, comment c'est incongru. Donc l'image est forte, là, drôle et forte. Et ça montre bien comment il est plus ni de là ni de là. Elle amène surtout chose d'essentiel, de l'indulgence par rapport à ses actes. Parce que quand même, bon, il est complice d'un meurtre, il cache les choses. On comprend tellement d'où il vient et tellement ce qu'il peut perdre que du coup, il y a beaucoup plus d'indulgence. Et si vous enlevez cette scène, vous avez beaucoup moins de sympathie. J'ai du mal à le qualifier de film noir. Alors je me dis, alors c'est ce genre-là, c'est ça un film noir? Parce qu'on l'a fait, il est lumineux. J'avais lu quelque part une interview de Jacques Audiard à propos de Sur mes lèvres, et je me souviens qu'il disait qu'il avait donné comme indication à son chef-op je veux qu'il y ait toujours un truc qui brille dans le plan. Et j'ai récupéré ça, et j'ai dit à Laurent Dayan, je voudrais qu'il y ait toujours un truc qui brille dans le plan. Et il me l'a fait. Il y a toujours un truc qui brille dans le plan. C'est un film noir lumineux, une sorte de paradoxe comme ça. Effectivement, quand on a choisi déjà les décors, il y a des choix qui nous ont été dictés par ce paradoxe de faire un film noir dans des décors parfois extrêmement lumineux, d'avoir toujours une ouverture, des gros points de brillance. Non, mais c'est vrai que nous étions dans un film où il n'y a pas beaucoup d'extérieur, mais avec des décors qui donne beaucoup sur l'extérieur, c'est-à-dire tous les bureaux de Benoît Magimel, tout l'appartement, la maison des parents, enfin tout ça, c'était des grandes baies vitrées énormes, avec des découvertes gigantesques, etc. Donc c'est vrai qu'au mois de février, c'était pas cool, on a serré les fesses de nombreuses fois. Voilà, c'est ça. Il faut que tout ça soit moins distendu, plus... Tu comprends, Julien, distendu? 101 sur 1, quatrième, 2 caméras. Action! Sur 8, deuxième clap de fin. Oui, rien. Regarde la roue qui revient, mais c'est incroyable. Le minimum de personnes. C'est juste incroyable. Bravo, messieurs. Ma terreur, c'était de jouer la montre tout le temps. Ça, c'est terrorisant, surtout à Bruxelles au mois de février. Il fait nuit à 3h30 de l'après-midi, on n'a plus de lumière, avec des grandes découvertes. Donc on s'est retrouvé parfois dans des cas de figure où il allait faire nuit, on allait être battu, il fallait tourner tout de suite, 3 prises, vite. Ça, c'était ma terreur. La montre par rapport à la lumière du jour. Moi, il fallait que je sache très précisément où est-ce qu'on était, puisqu'on a tourné par axe, souvent. On tourne l'émotion de la fin de la scène avant le début de la scène, ça c'est compliqué. Et il a vraiment fallu parfois faire une gymnastique mentale très précise. Je me rappelle, tu étais au Palace, il était avec la fille russe, et on a terminé par toi qui sort ton carnet en disant ok. On n'a jamais de certitude quand on produit un premier film. C'est une espèce de pari, on espère, mais il y a de la confiance, il y a des convictions, mais ce n'est pas des certitudes. Je pense que c'est d'autant plus important qu'on l'entoure pour son premier film. En termes de chef opérateur, d'équipe artistique autour de lui, que ce soit les décors, les costumes, au montage, à la musique. C'est-à-dire qu'on a à cœur, avec notre expérience, en fait, d'entourer le metteur en scène avec la meilleure équipe possible. Je trouve que tout le monde est vraiment très compétent. Je suis entouré de gens très compétents. Tous plus compétents que moi. Donc c'est... voilà, c'est ça le secret. Le secret, c'est de bosser avec des gens qui savent plus que soi. Va On va peut-être sur pas deuxième club de place. Donc, messieurs, dames, s'il vous plaît,
Un peu de silence. Et donc le dernier plan de Benoît. C'est vrai? Oui. C'était ton dernier plan. Mesdames et messieurs, c'était le dernier plan de François-Xavier Demaison.